Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Arnaud Alain. Arnaud, bonjour. Bonjour Jean-Romain, Ça ça va? va? Alors, on sait que ça va puisqu'on s'est parlé avant, parce qu'on fait toujours des pré-entrevues. Moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, Arnaud. C'est Arnaud, j'ai rencontré Arnaud au sein du comité de l'association espagnole de chiropratique. Arnaud a un beau vécu à nous faire partager. J'ai dit, Arnaud, il faut que tu fasses une entrevue avec nous. Au début, il était un petit peu timide, mais finalement, j'ai réussi à le convaincre. Donc, merci beaucoup, Arnaud, d'être avec nous ce matin. Super, merci. Ça m'oblige à m'exprimer, c'est bien. Alors justement, Arnaud, bon, moi je te connais un petit peu, mais bon, il y a beaucoup de nos confrères qui te rencontrent pour la première fois à travers cette entrevue. Arnaud, est-ce que tu peux expliquer Arnaud? Arnaud, est-ce qu'il peut expliquer Arnaud? Ça, c'est toujours quelque chose d'assez difficile de s'expliquer soi-même. Mais bon, je peux passer par là. Arnaud, c'est quelqu'un d'extraordinaire, bien sûr. Et modeste, et modeste. Et modeste. Comment t'en es venu à la chiro, toi, Arnaud? Qu'est-ce qui t'a amené Alors, à notre métier? moi, j'en suis venu à la chiro, donc j'ai commencé la chiro directement après mon bac. J'avais pas prévu de faire chiro au départ. J'avais pas fait, on va dire, le bac qui correspondait à un bac scientifique, etc. Et grosso modo, la dernière année, j'étais en terminale B, donc en économie, et j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire, quoi. Comme beaucoup Comme beaucoup. de gens de ce là. Donc, plutôt les carrières classiques, économie, droit ou des machins comme ça. Et franchement, j'étais pas hyper motivé, je me sentais pas hyper motivé par ça. Mon père m'a offert, je suis allé en Espagne après ma première, je me rappelle qu'il m'a offert un livre qui s'appelle Les Mains du Miracle, qui est un livre extraordinaire sur, pas sur un chiropracteur, mais sur un thérapeute qui utilisait ses mains et qui a traité, c'est une histoire assez incroyable, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un type qui en est venu à devoir traiter Himmler, enfin le bras droit d'Hitler, si tu veux, Ok. et qui lui a soutiré des milliers et des milliers de personnes. Il se faisait payer. Bon, je vous conseille de lire le livre parce que je ne vais pas expliquer tout ce bouquin, mais c'est un livre assez extraordinaire sur une histoire vraie d'un type qui a sauvé, grosso modo, des centaines de milliers de personnes et qui est resté inconnu de l'histoire. Et tout ça grâce à ses mains. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'était resté et je me suis dit, c'est vrai qu'on peut arriver à faire des choses extraordinaires juste avec ses mains. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a ouvert la voie vers la chiropractique. Et en terminale, donc je ne savais pas quoi faire. Et il se trouve que mon père avait un ami qui était chiropracteur, qui est mort depuis, qui s'appelait Claude Christophe, qui était à Bordeaux. Et donc l'été, on le voyait, et donc il me racontait ses histoires, et c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. Et en plus de ça, il avait l'air d'avoir un style de vie très sympa, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert là-dessus. Et j'étais en pension en terminale, je prenais le bus tous les dimanches soirs, et j'étais assis à côté d'un copain qui était comme moi, qui ne savait pas quoi faire. Et un jour, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, écoute, il paraît qu'il y a un truc qui a l'air sympa, c'est la chiro. On ne sait pas ce que c'est, mais ça m'a l'air hyper sympa. Il y a un pote de mon père qui fait ça a l'air très cool. Donc lui, il était comme moi en terminale B, en pension, parce qu'on n'était pas des élèves extraordinaires. Donc nos parents nous avaient mis en pension. Et du coup, on s'est renseigné et il s'est trouvé qu'un copain de mon frère étudiait la chiro, un vieux copain de mon frère qu'on a connu en Afrique, parce que nous avons grandi en Afrique. Et il était à l'IFEC à l'époque. Donc, j'ai rencontré tout ce monde-là. C'est quand même beaucoup de Et donc, dans le coïncidences, hein. dernier trimestre, coïncidence totale. Et dans le dernier trimestre du bac, je me suis inscrit dans différentes écoles, des trucs de commerce, des machins comme ça. Et à l'école, à l'IFEC, donc avec ce copain qui finalement a pris le même chemin que moi, quoi. Et à partir de là, on est rentré à l'IFEC tous les deux. Et moi, j'ai fait 2 ans à l'IFEC et après, je suis parti aux États-Unis. Donc, je suis parti au Life West avec un certain nombre de personnes de mon époque. Donc, je suis rentré à l'IFEC, je crois, en 92, il me semble, ouais, en 92. Et j'en suis reparti en 93, je crois. Ah non, je suis rentré à l'IFEC, pardon, en 90 et je suis parti en Et 92, qu'est-ce qui t'a voilà. poussé à partir? Quelle a été l'inspiration qui t'a amené aux États-Unis? Alors, ce qui m'a poussé à partir, si tu veux, c'est que j'ai déjà cet ami de mon frère qui est parti aux États-Unis déjà. Donc, il est parti à la fin de sa deuxième année, pareil.
Et du coup, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars aux États-Unis? Donc, je l'ai retrouvé à Paris, il m'a expliqué, etc. Et il se trouve que j'ai envoyé donc quand même des demandes pour savoir un petit peu ce qui se passait aux États-Unis au niveau de la chiro, et j'ai reçu plein d'informations de plein d'écoles différentes. Et c'est vrai que ça m'a motivé parce que j'ai vu que les infrastructures étaient plus importantes, etc., etc. Et puis au niveau des finances, finalement, le dollar était très bas à l'époque et finalement, ça nous coûtait le même prix, sinon presque moins cher d'aller étudier aux États-Unis hein, à cette époque-là. Donc finalement, je me suis dit, allez, moi j'ai envie de partir à l'aventure, hein, en plus de ça, et on va y aller. Et donc voilà, donc on est parti un certain groupe aux États-Unis. C'est-à-dire que moi je suis parti avec d'autres amis et j'ai retrouvé des types de ma classe que je m'attendais pas à retrouver dans ma classe aux États-Unis. Voilà, il faut rester. Et quand c'est que tu es devenu chiropracteur? Quand c'est que tu t'es senti vraiment chiropracteur? Alors j'ai gradué en 95, en mars 95. Et à partir de là, j'ai passé mon national board, mon state board, etc. Parce que je me suis dit pendant que je suis là-bas, je vais faire tous ces examens, hein, et puis parce que sinon je les ferai jamais. Et donc j'ai fait tout ça et j'ai commencé à bosser pour un chiro aux États-Unis et j'ai bossé 8 mois chez lui dans sa consul. Donc j'ai vu comment ça marchait. Donc c'était un gros cabinet avec le type, il avait 75 ans quand même. Faut le dire. Et son père avait été chiro, donc tu vois, il y avait quand même de l'expérience chiropractique derrière. Mais il travaillait énormément avec les assurances, avec tous ces trucs-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas laissé une image formidable, quoi. Même si dans les débuts, c'était sympa de travailler là-dedans, quoi. Donc tu t'es dit que tu n'allais pas travailler de cette manière-là? Oui, bah, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de paperasse et de machins comme ça. Le type, il avait 3 secrétaires, rien que pour remplir des paperasses. Et moi, la paperasse, c'est pas mon truc, donc. Et donc, tu t'es dirigé vers où alors? Donc du coup, je suis rentré en France et j'ai commencé mon service militaire. Et puis après, je suis parti en Angleterre. Tu as donc ajusté durant le service militaire? C'est toujours une question. Alors moi, j'ai fait mon service militaire et j'ai été pistonné pour aller au bataillon de Joinville. Donc bataillon de Joinville, c'était là où on mettait tous les athlètes de haut niveau. D'accord. Ils faisaient leur service militaire. Ok. Et j'étais pistonné par un pote de mon père qui était au comité olympique. Okay. Et je me suis retrouvé au bataillon de Joinville avec tous les athlètes, etc. Plein de kinés, plein de mecs comme ça, bon, qui étaient pas trop, qui avaient pas les yeux très tournés vers la chiro, si tu veux. Mais finalement, j'étais exempté du service militaire. Et quand ils t'ont vu, lui, c'est pas un athlète. Au bout d'un mois et demi, je me suis barré. Donc, bon, j'ai pas eu l'expérience de travailler avec énormément de sportifs là-bas. Donc, du coup, je me suis retrouvé freelance et j'avais des potes qui travaillaient en Angleterre, qui m'ont dit, viens en Angleterre, tu vas voir, c'est vachement bien, tu vas choper de l'expérience, il y a des chiros qui te prennent, ils te payent bien, etc. Donc, j'ai dit, bon, j'ai pas hésité, je suis parti, j'ai rencontré un chiro qui était celui qui était président à l'époque du Soto Europe. Donc, ça m'intéressait pas mal de bosser avec lui. Et donc, je suis rentré dans son cabinet. Il s'appelait James Rousseau, c'est un Sud-Africain. Et il avait un gros cabinet à Birmingham. Et donc, je suis allé travailler avec lui. Et puis finalement, je suis quelqu'un trop indépendant. Je suis resté 8 mois chez lui. Et, encore 8 mois. Des cycles. Quoi? C'est des cycles de 8 mois. Il fait des cycles oui, c'est des cycles de 8 mois, ouais. Donc, du coup, je me suis retrouvé un peu à la rue là-bas à Birmingham. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de monter un petit cabinet. Et ma femme qui est ma femme maintenant, qui a gradué, qui s'appelle Barbara, est venue me rejoindre. Et elle est allée travailler pour un autre chiro là-bas. Et moi, j'ai commencé mon propre cabinet. Donc, on a travaillé en Angleterre là-bas pendant 3 ans, quoi. Quelle était ta sensation de travailler en Angleterre? Qu'est-ce que tu t'en tires comme expérience? Alors en Angleterre, c'était intéressant à l'époque où je travaillais. La chiro n'était pas encore légalisée avec leur GCC, etc. Donc il n'y avait pas beaucoup de paperasse, c'était très bien. Et donc les Anglais, je pense qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit. Donc c'est à ce niveau-là, si tu veux, c'est des gens assez pragmatiques comme les Américains. Et ce qui les importe, c'est le résultat, si tu veux. Donc, les Anglais, tu leur donnes du résultat, tu en machin, ils vont pas chercher à savoir qui t'es, quel diplôme tu as, etc., etc. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du résultat. Donc ça, c'est ce que j'en ai tiré des Anglais, c'est ce qui est intéressant chez eux.
c'est que c'est des gens pragmatiques et voilà, ils sont intéressés par le résultat. Je pense que ça a aidé aussi à la reconnaissance de la chiro dans leur pays, quoi. Ok. Et ensuite, donc, après l'Angleterre, 3 ans d'Angleterre. Donc après l'Angleterre, à un moment donné, on a saturé le mauvais temps, la pluie, jour après jour, 350 jours dans l'année. Il y a un moment donné où j'ai dit non, je suis pas fait pour habiter là. Moi, j'ai grandi en Afrique en plus. Alors le soleil, pour moi, c'est très important, quoi. Et t'aurais pu retourner Et en Afrique alors? quoi? T'aurais pu retourner en Afrique? Travailler? Non, non, en Afrique, non, je suis pas retourné en Afrique, non, non, parce que c'est pas, non, non, c'est des souvenirs, mais ça veut pas dire qu'on a envie de retourner exactement, revivre ces souvenirs d'enfance. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que vivre sous les tropiques, ça te laisse quand même des marques, quoi. Donc, Ouais. ma femme me le dit souvent d'ailleurs. Et D'ailleurs, on voit bien que t'es rouge, on sent que le soleil de Barcelone est toujours actif, quoi. donc, ouais. On est arrivé à Barcelone un peu par hasard et on a pris des cours d'espagnol, donc c'était en l'an 2000. Et on a pris des cours d'espagnol sans penser s'installer à Barcelone. On voulait aller en Italie au départ. Attends, je te coupe. Rodi, t'arrives à En Barcelone? T'as pris des France, on cours? avait économisé assez d'argent pour commencer un cabinet. Ouais. Ouais, pardon? T'inquiète pas. Donc t'arrives à Barcelone, ça a coupé. Donc t'arrives à Barcelone, vous avez pris des cours d'espagnol, redis juste ça. Ouais, donc on est arrivé à Barcelone, on s'est inscrit dans un cours d'espagnol en pensant pas forcément rester à Barcelone. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, on s'est baladé et on s'est dit bon, on va voir, on va regarder une annonce. On est allé voir une annonce d'un appartement et on s'est dit on va louer cet appartement et on va se débrouiller avec, on va faire notre cabinet dedans et on va vivre dedans. Donc c'était un grand appart. Et donc on s'est installé là-dedans au départ et voilà, une fois que la décision a été prise, on est resté là, quoi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé Quelles ont été les difficultés de commencer dans un nouveau pays, une langue que tu connaissais pas? Alors, plus vendre ton cabinet, je suppose, dans le nord de l'Angleterre, ça a été quelque chose, un moment de transition important. Quelles ont été les difficultés? Comment tu les as surpassées? Ben justement, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on n'a pas d'enfants, on est encore assez libre, si tu veux, dans le mouvement. On a assez d'argent de côté pour commencer un cabinet, vivre tranquillement pendant un an, etc. Donc ça te donne une certaine assise. Et puis de toute façon, quand tu es persuadé que tu vas pas rester à un endroit, tu te dis, et que tu trouves l'endroit où tu as envie d'être, tu y mets l'énergie. Mais bon, les difficultés, elles sont, je pense, un peu partout pareil. D'abord, se faire connaître, donc ça, c'est pas facile. Quand tu connais personne, en plus, Ouais, donc que c'est pas une langue. comment t'as fait justement alors, pour te faire connaître au début? Alors, au début, on a fait pendant 2 ans, tous les 6 mois, on a fait, ou au moins 3 fois par an, on a fait des foires de santé. Ouais. D'accord? Donc, on est allé dans des foires de santé. J'avais un copain qui était déjà installé à Barcelone depuis longtemps, avec qui on a partagé des stands, etc. Tu dois le connaître, Grégory. Ouais. Et Grégory Veja. Et donc, on a commencé comme ça. Et finalement, bon, bah, on a ramené du monde grâce à ces foires. Et puis, on en a fait une autre derrière, une autre derrière. Pendant ce temps-là, on a construit une structure qui nous a permis de faire on va dire du marketing interne, quoi, c'est-à-dire éduquer les gens à l'intérieur de ton cabinet. On a tout de suite pris une secrétaire, bien sûr, parce qu'en plus, le fait de ne pas parler la langue, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui t'aide à tous ces niveaux-là. Donc, ça nous a aidé, beaucoup d'avoir quelqu'un qui nous supporte, qui répond au téléphone, qui parle aux patients, etc., etc., et qui parlait aussi anglais. Donc, au départ, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et donc, on a commencé comme ça, petit à petit, quoi. Et quand tu parles de ta structuré ton marketing interne, où est-ce que tu as pris toutes ces idées? Dans tous les cabinets que tu as visités, tu as fait un pot pourri de tout ce que tu avais vu et vécu, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas? Ouais, déjà, ça aide quand même, parce que justement, c'est pour ça, des fois, je pourrais conseiller à des jeunes qui terminent leurs études. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement? Quelles sont pour toi les 3 clés ou les 3 choses importantes du marketing? Bah, écoute, il y a des gens qui commencent leur cabinet tout de suite après leurs études, et puis ça se passe bien pour eux, et puis il reste. Le problème, c'est que je trouve que, bon, si on a envie de se bouger un petit peu, c'est pas mal d'aller bosser chez les autres quand même, parce que ça t'oblige pas à t'installer à un endroit. C'est vrai qu'on est quand même une profession qui est assez sédentaire. Une fois que tu es installé dans ton cabinet, que tu as les gens qui viennent te voir, bon, bah, c'est pas toujours évident de dire je m'en vais et je laisse tout derrière. Donc, je pense qu'au début, c'est bien de se bouger un petit peu, d'aller voir à gauche, à droite ce qu'il fait. C'est des expériences qui rapportent forcément des choses, quoi.
Et c'est vrai que dans tous les cabinets où j'ai travaillé, ça m'a rapporté des idées, des façons de faire, et puis d'autres façons que j'avais pas envie de faire non plus. Donc ça te montre ce que tu veux et ce que tu veux pas faire. On est tous différents. Donc notre approche n'est pas tout à fait la même. Et finalement, l'éducation, elle se fait en fonction de toi, ce que tu veux apporter à la personne, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez intime. Mais c'est bien d'avoir des gens qui t'orientent. Nous, on avait fait des séminaires avec un type, on a fait quelques séminaires avec Di Martini aussi. Ça nous a aidé dans le sens où Di Martini t'enlève quand même quelques barrières, quoi, psychologiques surtout. Et puis, il te montre, sans rentrer dans les chiffres, parce que les chiffres, c'est aussi traître, parce que tu deviens esclave des chiffres. Je pense pas que ça soit bon. Mais il te montre par les chiffres quand même où tu te trouves, si tu veux, de façon régulière. Tu peux avoir quelque chose qui te permet de voir si ce que tu fais a un impact ou pas, quoi. Donc tu fais des statistiques, vous faites des statistiques tous les deux? Oui, on fait des statistiques. Bon, on n'est pas obsédé par les statistiques, mais régulièrement, on regarde un peu les statistiques. Ça nous donne une orientation. Ça donne aussi une orientation euh, à l'assistante qui travaille avec toi. Donc, ça lui montre, etc. Mais, tu t'en sers de gouvernail. Donc, ça, c'est bien. Et puis, je pense. Quoi? Tu te sers des statistiques comme un gouvernail pour savoir si la Comme un direction... gouvernail, comme quelque chose qui t'oriente. Après ça, c'est vrai que je dis c'est traite dans un certain sens, c'est que des fois tu peux avoir l'impression que les choses marchent très très bien pour toi, et en fait c'est en relation avec des efforts que tu as fournis 6 mois avant, et que tu arrêtes de fournir, et c'est 6 mois après que tu sens les effets. Donc je pense que dans tous les boulots, de toute façon, il faut une certaine constance. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une structure et de se fier à la structure. Nous, on est dans un travail qui est très indépendant. Et qui fait que les gens qui travaillent dans une boîte, ils ont une structure qui est faite pour eux. Donc même s'ils sont très bons ou très mauvais, ils restent dans une structure. Nous, on doit vraiment se faire une structure auquel on doit se tenir, parce que sinon, on se fie à nos émotions. On est bien, on arrête de faire. On n'est pas bien, on commence à s'exciter. Et les hauts et les bas comme ça, je pense que c'est très mauvais émotionnellement Ce que tu appelles une structure, peut-être pour clarifier un petit peu, ce sont des protocoles de fonctionnement. Voilà, c'est un peu, téléphone, etc. Hein. Voilà. C'est comment tu réponds au téléphone. Bon, moi, les scripts, j'aime bien ça jusqu'à une certaine limite, si tu veux, mais quel est l'objectif? Il faut nous, par exemple, on est 3 dans notre practice, donc il faut que tout le monde regarde dans la même direction. S'il y en a un qui regarde dans une direction et l'autre dans l'autre, on ne va pas arriver au même résultat. Donc je pense qu'au départ, on a fait un livre de procédure, voilà, les choses doivent être faites comme ça, tu arrives, tu fais ceci, cela, cela. Après ça, ça ne veut pas dire qu'avec le patient, il ne faut pas avoir une approche personnelle, parce que chaque personne est différente, mais la structure de base, qu'est-ce que je vais faire? Je veux éduquer mes patients, donc je veux leur expliquer comment je travaille, qu'est-ce que je fais, quels sont les objectifs, parce qu'on pense que les gens comprennent, mais les gens ne comprennent pas grand-chose, parce qu'évidemment, peut-être qu'à leur place, on ne comprendra rien non plus, et il faut faire une... Non, pas souvent. Moi, je me pose pas mal de questions, donc des fois, j'ai l'impression de comprendre quelque chose. Mais je pense qu'il y a quelques trucs fondamentaux qui doivent être clairs déjà. Et à partir de là, il faut permettre aux gens de comprendre et aussi de regarder dans la même direction que toi. Ça peut en intéresser beaucoup. Et puis, il y a un certain nombre que peut-être que ça n'intéresse pas. Finalement, c'est pas la peine de s'encombrer avec des gens qui sont pas intéressés par ce que tu fais. Donc, c'est bien d'avoir cette structure. Cette structure, c'est faire les éduquer au niveau de la santé. Il y a aucune éducation au niveau de la santé, hein, au niveau de la médecine en général. D'ailleurs, c'est dans cette niche qu'il faut qu'on rentre, les chiropracteurs. C'est pas dans une autre niche. Les médecins, ils sont à l'opposé de nous. Moins ils éduquent, mieux c'est pour eux. Et nous, plus on éduque les gens, et mieux c'est pour eux, pour les gens d'abord, et puis pour nous aussi, parce qu'ils comprennent ce qu'on fait, quoi. Et donc, je pense que c'est une partie importante de notre travail, et que parfois... cette partie importante du travail. Quoi? Quelle stratégie vous mettez en place pour pouvoir transmettre l'information, le message de la santé aux gens? Écoute, déjà, dès le départ, si tu fais une première visite, les gens viennent pour une raison, si tu veux. Donc, tout le monde vient finalement. Quasiment, on va dire 90% des gens qui viennent voir un chiropracteur, en général, ils viennent parce qu'ils ont un symptôme. Hein, il ne faut pas se leurrer, ils viennent parce qu'ils ont mal quelque part, ils ont bobo, ils ont quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans leur organisme. Ça peut être plein de choses différentes. À partir de là, il faut leur expliquer, et moi c'est ce que je leur dis dès le début, que nous on est intéressés à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà.
pas uniquement le bobo qu'il y a là. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut leur parler simplement aux gens. On est intéressé par la personne avant tout. Okay, le système médical, il est intéressé par la maladie, par le symptôme, etc. Nous, ça nous intéresse peut-être dans une certaine mesure parce que ça nous amorce quelques éléments, mais on est intéressé avant tout par la personne. Okay, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est merveilleux dans ce qu'on fait, c'est la personne avant tout. Et donc, il faut créer ce contact, il faut que les gens comprennent que ce qu'on est intéressé, c'est dans leur globalité, d'abord, avant tout. Et je pense que ça, c'est la chiro, pour n'importe qui, quelques techniques que tu fais, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui me motive. Alors, moi, c'est ça qui me motive, avant tout. Et je vais bosser et je pense à ça d'abord. Et quand il y a quelqu'un qui vient faire sa première visite, bien sûr, il va avoir un symptôme, on va l'interroger, on va lui poser des questions, on va lui faire son anamnèse, tout ce que tu veux, les tests qu'on fait, les techniques qu'on fait. Et après ça, il faut lui expliquer, il faut dire, regarde, ce bobo-là, c'est parce que tu n'es pas bien équilibré. Et les gens comprennent. Si tu donnes l'explication correcte, les gens comprennent et en plus, ils sont contents d'avoir compris. Et ça va au-delà de la chiro, il faut leur montrer que la chiro, c'est un élément qui leur apporte quelque chose, mais il faut vraiment qu'il y ait des changements qui se passent. Donc tout ça, c'est important, il faut le dire dès le départ. Après, il faut faire un report of finding, comment tu appelles ça, un informé Ouais, tu leur donnes un dossier avec un plan de soins. Voilà, tu leur donnes un dossier avec une explication, tu leur donnes les moyens de réussir, tu vois. Et puis après ça, tu peux faire aussi, nous on fait des tailleurs de salut, on n'appelle pas ça des charlas, on n'appelle pas ça des conférences, on appelle ça des tailleurs. Tailleurs, c'est des ateliers de santé. Et où on va leur parler de la chiro, mais pas que de la chiro, on va leur parler de la globalité. Okay, des mesures simples, parce qu'il y a énormément de choses finalement qui coulent de sens et que les gens ont arrêté de faire et qui doivent faire. Voilà. Et quand il y a cette... Ouais. Est-ce que dans tous les consultants, les centres chiropratiques dans lesquels tu as travaillé à travers le monde, est-ce que les gens faisaient ce type de travail aussi ou c'est quelque chose que vous avez créé vous par rapport à ton expérience à toi personnelle? Non, non, il n'y en a pas beaucoup des chiros qui font ça finalement. Et je peux te parler pour moi-même aussi, c'est-à-dire que des fois on fait ça puis on arrête de le faire parce qu'on rentre dans une communauté, c'est bon, je vois assez de monde, je suis fatigué à la fin de la journée, ça me fait chier, machin, etc. Parce que bon, bah il faut refaire la structure, il faut le refaire. Et puis des fois tu changes de secrétaire, alors voilà, tu remets tout le protocole en marche, etc. Mais dans les cabinets où j'ai travaillé, non, parce que ça marche aussi de pas le faire. Tu peux aussi voir du monde sans éduquer les gens. C'est un plus que tu donnes aux gens. Voilà, ma question est la suivante. Quelle est la différence, toi, par rapport à ton expérience, quand tu fais ce type de travail avec les ateliers santé, prendre le temps de transmettre le message de la chiropratique aux gens, et quand juste tu vas faire le travail d'ajustement, etc. Quelle est la différence d'énergie dans un cabinet, la sensation à la fin de la journée, etc. Ben, la sensation, c'est que tu as quelqu'un qui s'allonge sur ta table, tu lui poses les mains sur le dos ou que ce soit, et tu sais que cette personne, elle comprend ce que tu vas lui faire. Voilà. Elle va pas dire j'ai mal là, donc touche-moi là, j'ai ceci, etc. Elle comprend que ton travail, c'est quelque chose de global. Et toi, ça te relâche complètement parce que tu te sens complètement libre. Tu peux lui toucher le sacrum quand il a mal à la tête. On n'en a rien à faire finalement. Donc, c'est ça qui est bien. À toi, ça te relâche et à la personne, elle comprend ce que tu fais. Donc, elle est beaucoup plus ouverte au résultat finalement. Elle va s'ouvrir, elle va comprendre. Et puis la personne, finalement, le marketing, c'est ça, c'est que les gens comprennent ce que tu fais, ils vont pouvoir le transmettre aux autres. Et finalement, les gens, ils viennent grâce à ça, ils viennent parce qu'ils ont compris ce que tu faisais. Et alors que si tu les aides avec une sciatique et qu'ils viennent tous pour des sciatiques, tu vas voir, un sciatique consulte, c'est de la merde, quoi. Donc il faut... Ben, ça veut dire que tu vas te faire chier au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi le bottom line, tu vois. C'est de ne pas s'emmerder. De ne pas s'emmerder au travail, ça c'est très important. Ouais. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que plus les gens comprennent un petit peu la logique qu'il y a derrière le travail, plus les résultats viennent rapidement. Ouais, bah, je pense. Tu sais, là j'ai fait le séminaire avec, comment il s'appelle, avec Joe Dispenza. Ouais. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est ça aussi la neuro. Je fais les séminaires de neuro, c'est pareil. Je veux dire, finalement, la partie frontale de ton cerveau, elle est super puissante, quoi. Et donc, si la guérison, elle est déjà imprimée dans ton système nerveux, tu vas avoir des résultats, à mon avis, qui sont bien plus profonds déjà au niveau de la perception, quoi. Et quand tu poses tes mains sur quelqu'un, quel est ton objectif? Parce que tu parles d'objectif et de regarder dans la direction. Dans quelle direction tu regardes quand tu poses tes mains sur quelqu'un?
Bon, quand je pose mes mains sur quelqu'un, j'utilise différentes techniques, différentes méthodes en fonction de la personne. Mon objectif, c'est de restaurer cette personne, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il y ait une meilleure plasticité dans le système nerveux, que le système nerveux fonctionne mieux. Le système nerveux, c'est la personne finalement, okay, qu'il y ait moins d'interférences, que cette personne soit plus équilibrée, et donc, quoi que tu fasses, quelle que soit la technique que tu utilises, finalement, quand tu arrives à faire ça, la personne a automatiquement un changement dans sa perception. Tu changes la structure, tu changes la perception de la personne. Donc, elle va commencer à se poser des questions aussi, à comprendre les choses différemment, à commencer, elle a peut-être éduqué sa famille, ses enfants différemment, etc. Donc, on est aussi un point de départ pour les gens. Et moi c'est ça qui me motive le plus. Ce que tu aimes voir, c'est voir les gens changer, de transformer leur vie. Pas. Ce que j'aime bien, c'est participer dans la transformation des gens, quoi. Parce que, je veux dire, s'ils sont malades, s'ils ont mal quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer. Ok? Toi, bien sûr, tu peux les aider, mais s'ils participent pas dans leur changement, tu vas les aider d'une façon super limitée, quoi. Et puis, franchement, c'est pas très excitant, je trouve. Ouais, on ressent bien ça chez toi que important quand tu vas dans ton centre chiropractique, c'est de t'amuser, non? C'est de profiter de la journée Ouais, exactement. et de Ouais. pas t'ennuyer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on malheureusement c'est un pattern qu'on retrouve chez beaucoup de chiropracteurs qui s'ennuient et qui s'embêtent à leur cabinet. Qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu as des rituels? Ou est-ce que tu as une façon de penser? Ou est-ce que tu as quelque chose qui chaque matin tu te lèves et tu dis voilà, je vais au cabinet et je vais faire mes exercices, je vais me concentrer pour être à 100%. Bah, j'essaye de faire un tout petit peu de méditation, tu vois, peut-être 20 minutes le matin déjà. Je pense que déjà, on a besoin de prendre une douche tous les jours, quoi. On a besoin de se laver, quoi, un petit peu. On attrape des parasites partout dans notre système nerveux. On est tout le temps connecté avec des trucs, avec des images négatives, des machins comme ça. Il faut arriver à se laver un petit peu. Et puis, je pense que quand tu arrives un petit peu plus toi, un peu clean, forcément aider les gens un petit peu mieux. Je pense que moi, faire du sport régulièrement, avoir un style de vie qui est chiropractique, hein, dans une certaine façon, je pense que ça aide, si tu veux. Pour moi, c'est pas uniquement, pour moi, c'est un peu égoïste parce que c'est aussi comment on dit ça, un crecimiento personal. Le développement personnel. Le développement personnel. Pour moi, ce que ça m'a apporté la chiro, et ça je le dis à un niveau plutôt égoïste parce que je pense à moi avant tout, c'est que ça m'a amené du développement personnel. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un coach. Mes coachs, ce sont mes patients, c'est eux qui m'ouvrent l'esprit tous les jours, qui me disent regarde pas par là, regarde par-ci, etc. Par les erreurs qu'ils commettent et aussi des fois, bien souvent, parce que on rencontre des gens extraordinaires chez les patients, des gens simples et extraordinaires qui nous apportent des réponses à des problèmes qu'on a nous-mêmes, quoi. Donc c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire c'est un échange, quoi. C'est pas uniquement les gens te payent, ils viennent te voir, tu leur fais du bien, et en plus ils t'amènent des trucs en plus. Donc c'est formidable. Donc pour moi la chiropractique c'est ça. Si c'était pas ça, je pense que j'aurais arrêté depuis bien longtemps et j'aurais fait autre chose, quoi. C'est vrai. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je donne 3 fois le même conseil à 3 personnes différentes dans la journée, je sais qu'il y a quelque chose que je suis pas en train de faire correctement dans ma vie et qu'il faudrait que j'applique ce conseil tout de suite. Exactement. Mais je me le répète tous les jours. Donc, on est loin d'être parfait. C'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on est loin d'être parfait et qu'on a toujours du boulot, quoi. Mais moi, je trouve que c'est génial. Et puis, en plus, tu vois des gens qui sont tellement reconnaissants. Écoute, j'ai vu une fille hier, elle me disait, par exemple, c'est un détail, elle me dit, mais c'est la meilleure décision, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie de venir te voir. C'est pas moi qui l'ai supplié pour qu'elle me dise ça. Elle me le dit, là. Et si tu veux, je sais pas quoi dire. Moi, je suis presque embêté. On me dit un truc comme ça. Je dis, c'est quand même merveilleux. Je me dis, il n'y a quand même pas beaucoup de boulot où tu as des gens qui débarquent chez toi, tu les fais payer, ils viennent, ils sont là, et après ils te disent des trucs pareils. C'est formidable. Moi, j'ai envie d'y retourner, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, je suppose qu'au début, quand tu es sorti, il n'y avait pas cette énergie-là dans ton cabinet. C'est quelque chose que tu as créé petit à petit. Je ne suis pas si d'accord avec moi, mais moi, je me rends compte de plus en plus que plus j'évolue dans ma pratique, et plus j'attire à moi un certain type de clientèle ou de patientèle. Donc, mais au début, on attire à nous des patients qui nous correspondent moins. Est-ce que tu as ressenti ça, toi aussi, que petit à petit, ta clientèle te ressemble plus? Bah, c'est sûr que quand tu commences à avoir une assise,
au début, tu as quand même, bah, comme tout le monde, et même maintenant, tu as toujours des stress au niveau financier, au niveau machin, il faut que tu payes toutes tes histoires, etc. Mais bon, petit à petit, c'est vrai que tu arrives à faire plus du ménage autour de toi. Mais moi, justement, je te disais, j'ai eu la chance de grandir en Afrique. Et en Afrique, c'est vrai que les Africains, ils t'apportent cette chaleur aussi, que le côté humain, de toucher les gens, voilà, tout ça, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est des rituels dans lesquels j'ai vécu et pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ça. Mais ça l'a toujours été, même au début de commencer ma practice, et ça le reste maintenant. Donc ça reste un des aspects importants dans mon travail, quoi. Moi, je voudrais qu'on aborde un thème ensemble Mais qui fait. au début, c'est sûr que tous les débuts sont difficiles, mais elles te mettent aussi à preuve pour te rendre compte de ce que tu veux, quoi. Je voudrais qu'on aborde un thème ensemble, Arnaud. C'est vous travaillez en couple dans votre cabinet. Il y Ouais. a sûrement d'autres jeunes qui vont peut-être sortir de l'école, qui sont en couple et qui voudraient travailler en couple. Donc, je voudrais savoir quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés de travailler en couple. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à ceux qui vont être dans la même situation que toi? Alors nous, on a travaillé en Angleterre, chacun dans un cabinet différent. Donc au départ, on n'a pas travaillé ensemble. Et donc, ça lui a permis d'acquérir son expérience de son côté et moi de mon côté. Okay, donc quand on a terminé notre expérience anglaise, on avait déjà une expérience de 3 ans et demi, ce qui déjà était déjà pas mal, si tu veux. Et puis après ça, quand on est venu en Espagne, on s'est mis tous les deux à travailler dans le cabinet ensemble. Okay, donc l'histoire, c'est ça, on a commencé à travailler ensemble et ensuite on a eu notre premier enfant. Okay, et donc à partir de là, on a déménagé, on était à Barcelone, on est venu habiter à 40 km au sud de Barcelone, à Sitges. Hein. Je le dis Sitges parce qu'à Sitges, c'est une petite ville et il y a au moins une quinzaine de chiros qui habitent ici. On croise tout le temps. Donc, on a déménagé là-bas. Et du coup, une fois qu'on a déménagé là-bas, elle a continué à venir après à Barcelone. Et puis après, elle a monté son propre cabinet à côté de Sitges, d'accord, qu'elle a eu jusqu'à l'année dernière. Et elle l'a repassé à quelqu'un d'autre. Elle l'a revendu à quelqu'un. Et du coup, elle est venue sur Barcelone avec moi, quoi. Donc, on est retournés ensemble maintenant, à nouveau. Donc, nous, notre stratégie à l'heure actuelle, c'est que finalement, moi, j'y vais 3 jours et elle y va 2 jours, quoi. Donc, Vous ne marchez pas dessus, en fait. on se croise pas beaucoup, non. Et c'est très bien comme ça, donc parce que bon, bah, on a des enfants, on a la maison, etc. Et puis on a notre vie, donc chacun a son moment dans le cabinet. Après ça, il a fallu qu'on réaligne justement tous nos protocoles, etc. pour que ça colle avec les deux, si tu veux. Et bon, sur la plus grande partie des choses, on est d'accord, donc il n'y a pas eu de gros problèmes là-dedans. Je pense que quand on travaille en couple, franchement, il faut pas s'envahir, quoi. Hein, il y a un risque d'être tout le temps l'un sur l'autre. Je pense qu'il y a des gens qui le tolèrent plus facilement et d'autres qui le tolèrent, qui pensent qu'ils le tolèrent et puis finalement ils le tolèrent pas tant que ça. Donc il faut avoir une certaine maturité aussi pour comprendre ça. Il y a des époques de la vie peut-être où c'est plus facile qu'à d'autres. Puis voilà, quand tu as des enfants, qu'il faut aussi que tu t'occupes de ta famille, etc. Donc il faut gérer tout ça et il faut partager tout ça, quoi. Est-ce que vous partagez justement la clientèle ou est-ce que vous avez chacun vos propres patients clients? Alors, on partage pas beaucoup la clientèle, non. Un petit peu, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui venaient me voir, qui peuvent venir que les jours à bon, bah, ils vont la voir elle. Mais en règle générale, on essaye que les gens qui commencent avec un des deux continuent avec un des deux. Parce que c'est vrai que je pense qu'au bout d'un certain temps, tu finis par toi connaître les gens et voilà. Bon, il y a des gens, c'est pas important dans leur cabinet. Moi, je pense que ça a une certaine importance, que les gens acquièrent une confiance en toi, etc. Maintenant, si un jour je suis pas là et qu'elle doit avoir mes patients, il y aura zéro problème, quoi. Ouais. Donc au final, c'est quelque chose que vous avez réussi à construire, mais séparément. C'est pas. C'est quelque chose qu'on est en train de construire séparément parce que ça fait 1 an qu'elle est là. Après ça, peut-être que on va finir par se chevaucher une après-midi chacun par semaine En fait, ou ce que vous quelque voulez, chose hein, comme ça. Ouais, se chevauche, je voulais pas dire. Là, c'est pas qui chevauche qui. Et justement, comment toi, tu as réussi à mettre en place tes heures de travail avec ta vie de famille? Comment tu as réussi à accommoder tout ça? Est-ce que tu as regardé, par exemple,
ce que tes patients ou tes clients avaient besoin, ou est-ce que toi, tu as mis tes horaires? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, parce que vous avez une vie de famille, vous avez deux enfants. Comment vous avez Ouais. réussi à gérer tout ça? Les horaires, c'est ça qui m'intéresse. Alors, les horaires, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit chacun disponible. Enfin, que tu as besoin d'une disponibilité pour tes enfants, donc il faut bien qu'il y en ait un qui aille les chercher à la sortie de l'école et qui leur fasse faire leurs devoirs, parce qu'en général, ils font pas les devoirs tout seuls, les enfants. Et ils Ça font existe pas à encore, ça, les manger tout devoirs? seuls. Je pensais que c'était interdit. Ouais, ça existe, c'est l'enfer. J'ai jamais aimé les devoirs et je les ai jamais aimés pour moi. Et je les aime pas non plus quand je dois les faire avec mes gamins. Mais bon, Ça fait partie du processus. devoir, d'ailleurs, quand on entend le mot devoir, ben, c'est lourd comme mot, comme devoir, Ouais, c'est lourd. comme une obligation, quoi. Mais bon, il faut le faire, et puis il faut faire à manger, il faut faire ceci, etc. Donc on a l'emploi du temps, il était géré en fonction de ça, qu'il y en ait toujours un qui soit présent et pendant que l'autre travaille, quoi. Et, Et les patients s'accommodent à et ça. ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, quand on commence, on a peur de. On s'oblige à mettre certains horaires pensant que sinon on va pas voir suffisamment de gens. Mais en fait, tu te rends compte, toi, tu travailles 3 jours par exemple, et tu vois suffisamment de gens pour vivre et pour t'éclater, etc. Sur Moi, une je seule 3 travaille jours, quoi. je suis tout le lundi, tout le mercredi et le jeudi après-midi. Donc, je suis même pas le jeudi matin. Enfin, le jeudi matin. Mais on a quand même pas mal de trucs à faire finalement au cabinet, en dehors de voir des patients. C'est ça le truc qu'il faut voir aussi. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps pour soi. Bon, il y a des gens qui travaillent tous les jours, 6 jours par semaine, et ils travaillent du soir au matin. Et voilà, bon. Moi, Qu'est-ce non. que tu trouves important justement à faire au cabinet en dehors d'ajuster? Qu'est-ce que tu penses qui t'aide dans le développement de ton cabinet que tu fais de façon régulière? Bah déjà, tu as déjà pas mal de trucs qui t'arrivent dans la tête, même sans que tu les aies prévus. Et puis moi, j'essaye de faire des trucs. En ce moment, j'essaye de prendre des contacts avec d'autres gens qui sont dans d'autres sphères que la chiro, de m'intéresser à d'autres choses aussi, de m'ouvrir un petit peu, pas me fermer uniquement sur la chiro. Donc aller voir d'autres thérapeutes, aller voir d'autres gens qui font d'autres choses. Je pense que c'est important aussi. Euh, Là, je fais des trucs, je me suis mis dans les séminaires de Carrick, donc ça fait 1 an que je suis là-dedans. Donc, quand tu as du temps, il faut bosser, quoi. Il te Donc, donne des tonnes de trucs à lire. ouais, c'est Et, ça. Donc c'est ouais, important, parce que ça fait quoi là? Ça fait 22 ans que tu es en pratique, mais tu continues ouais. à te former, à aller voir des séminaires, et même quand tu es tout seul au cabinet, tu continues à étudier, à revoir tes séminaires. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi? Moi, je pense que c'est hyper important, ouais, parce qu'en fait, on n'arrête pas d'apprendre des choses. Et puis, quand tu apprends quelque chose de nouvel, tu as envie de l'appliquer. Donc, ça te provoque de la joie et de l'envie de partager ce que tu viens d'apprendre avec tes patients, avec les gens que tu croises, etc. Et là, par exemple, bon, bah, moi, j'ai fait du SOT, j'ai fait des séminaires de network, j'ai fait des séminaires. Je suis pas spécialisé dans un truc en particulier. Mais toutes ces choses-là m'ont toujours intéressé, même si elles paraissent très différentes, ça t'apporte toujours quelque chose. Et donc, je suis toujours motivé pour apprendre des choses. Ça, je pense que c'est important parce qu'on peut se dire, il y a un moment donné, c'est vrai on peut voir du monde, on peut faire des choses, et on peut même aider les gens sans se faire de séminaire, ça c'est clair. Mais au niveau encore développement personnel, c'est important, quoi. Parce on finit par se faner, et puis un jour, tu es complètement fané, et ça te tombe sur la gueule, et tu t'en es pas rendu compte. Ouais. Donc, il faut cultiver tout ça tout le temps. Et rester humble, de savoir qu'on ne sait Et pas. rester humble, parce que finalement, c'est vrai que quand tu commences... Moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment dans les trucs de neuro, c'est de me rendre compte que vraiment, je sais vraiment rien du tout. Donc, et je ne sais pas où ça va me mener cette chose-là, mais je sens que ça ouvre des horizons, des choses, et ça me permet de me poser des questions différemment, de regarder peut-être les choses un petit peu différemment, etc. Et tu rentres pas dans la routine, tu rentres dans quelque chose de nouveau aussi. Donc c'est bien, mais il n'y a pas, justement, dans notre boulot, il n'y a pas de limite, quoi. Il y a tellement de choses à savoir, donc on ne devrait pas s'embêter. C'est vrai, et c'est ça qui est excitant, comme tu dis, il y a tellement une grande variété de techniques et tellement de choses à apprendre et à comprendre c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, c'est sans fin. Et moi, je vois des jeunes, par exemple, qui viennent au séminaire de neuro, qui ont super la pêche. Je me dis, c'est génial. Je me dis, c'est ça le futur de la chiro. C'est les gens qui sont motivés par ce qu'ils font.
Parce que tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des cas compliqués, tu vas être frustré des fois parce que tu voulais aider les gens, puis tu te rends compte que tu arrives pas à le faire comme tu voulais, etc., etc. Donc, si tu perds cette lumière qui est en toi, c'est très très dur, quoi. Il faut être entouré. Je dis, on est des gens qui sont indépendants. On est tout seul dans notre cabinet, bon, tout seul ou avec deux, trois. On croise toujours les mêmes têtes. Et finalement, on n'est pas ouvert. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est essayer d'aller voir à l'extérieur un peu, me bouger, rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec la chiro. J'ai plein de copains qui n'ont rien à voir avec la chiro. Ils m'apportent énormément aussi parce qu'ils m'apportent des feedbacks extérieurs. Et voilà, donc on comprend. Mais quand tu les appelles, ces thérapeutes, tu vas les voir, comment t'interagis avec eux? Il faut être quand même très humble pour pouvoir aller voir un autre thérapeute et s'asseoir et observer ce qu'il fait, quoi. Je trouve que c'est une belle preuve d'humilité. Ouais, c'est-à-dire que ils vont forcément t'apporter quelque chose. Et si tu veux, les gens, on a un manque de communication dans notre profession. Je pense qu'il y a quelque chose où on est trop fermé sur soi-même, quoi. Mais c'est la chiro. Bon, c'est bien la chiro, mais la chiro, elle vient d'autre chose. Avant la chiro, il y avait autre chose. Didi Palmer, il n'était pas chiropracteur au départ, non? Ouais. Donc, il s'est inspiré d'autres choses. Donc, il faut aussi continuer à s'inspirer. Il y a des fois, on a l'impression, ouais, celui-là, il fait ça, c'est nul, etc. Puis tu vas voir, tu dis finalement, c'est pas si nul que ça, quoi. Après ça, tu le rapportes par rapport à ce que toi, tu as envie de donner aux gens, mais il y a toujours, quand tu vas voir quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, qui que ce soit, même quand c'est même pas un thérapeute, si tu veux, même si ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile, c'est pas grave, mais il va t'apporter quelque chose. Donc, il faut s'ouvrir. Je pense qu'il faut pas rester complètement fermé dans sa niche chiropractique. Il faut sortir et après, il faut revenir dans sa niche chiropractique parce que on appartient à la chiro quand même. Donc, voilà. Ce que je ressens vraiment dans ton message, c'est que c'est très important pour toi la communauté, de créer une communauté de patients, de créer une communauté autour de toi. C'est quelque chose duquel tu te nourris activement, non? Moi, je pense que c'est essentiel d'avoir une communauté, parce qu'on est une communauté et si on n'est pas une communauté, on n'apporte pas grand-chose finalement. On reste sur soi-même et le message chiropractique, par exemple, il a besoin de voyager, il a besoin de sortir de sa carapace à l'extérieur, etc. On est une profession, quand on regarde, je ne dis pas qu'on est une profession maudite, mais on est une profession qui a des comment on appelle des ressources, des moyens qui sont faibles finalement, parce qu'on n'a aucune industrie qui nous supporte, on a les politiques qui n'ont rien à péter de notre tête, y a plein de trucs comme ça, et donc si on n'ouvre pas l'esprit des gens, c'est notre seul moyen de s'en sortir et de continuer d'exister. Et quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui vont sortir de l'école bientôt et qui vont monter leur propre cabinet? Alors, le conseil number one, c'est de savoir ajuster, quoi. C'est-à-dire, savoir ajuster, ça veut dire quoi? L'ajustement, il est mécanique, il est neurologique, il est émotionnel, il est plein de choses. Je pense qu'il faut avoir une certaine aisance dans ta manière d'ajuster. C'est-à-dire te dire, voilà, j'arrive à ajuster les gens. Après ça, tu organises ta façon d'ajuster. Mais déjà, avoir cette commodité, moi, quand je suis sorti de l'école, c'est vrai que j'avais déjà fait des séminaires. J'étais allé, et le Life West, pour ça, c'était extraordinaire. C'est qu'il y avait des clubs de toutes sortes. On avait une certaine ouverture et on nous laissait pratiquer. On est sorti de l'école avec les mains agiles déjà, tu vois. Donc, on a rencontré des gens, on a commencé à les ajuster. On était flexible, tu vois ce que je veux dire. Donc, on avait la capacité de faire quelque chose avec les gens. Après ça, tu peux améliorer ce quelque chose. Mais déjà, avoir ça. Et si on n'a pas cette confiance-là, il faut aller travailler chez d'autres gens avant de monter ton cabinet. Moi, c'est mon conseil. Ou alors, aller voir d'autres gens. Tu peux ouvrir ton cabinet, mais il faut aller voir d'autres chiros. Il faut aller faut vraiment aller investiguer un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est aussi, ça revient un peu au même, c'est ne pas te fermer sur toi. Okay, parce qu'il y a un risque de te fermer sur toi. Oh merde, j'ai vu que ça comme patient cette semaine. Oh putain, pour payer les machins à la fin du mois. Non, il faut visualiser ce que tu veux que ton truc soit à l'avance. Okay, pour aller dans la bonne direction. On est comme un GPS si tu veux. Si tu fixes pas la ville où tu vas aller, tu vas jamais y arriver, quoi.
Tu ne marques pas sur ton GPS, tu vas arriver nulle part. Donc il faut savoir ce que tu as envie. Ça, c'est hyper important, c'est d'avoir les idées claires sur ce que tu veux, quoi. Et ça, il faut bien le méditer, il faut bien le penser, il faut le regarder, et il faut commencer. Moi, je suis allé, le chiro chez qui j'ai bossé en anglais m'a dit, you have to start your practice the way you want to be in 20 years. Il faut que tu commences ta practice comme tu as envie qu'elle soit dans 20 ans. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir, mais que la structure que tu lui donnes, ça soit celle que tu aimerais qu'elle ait dans 20 ans. Parce que sinon, tu vas faire des espèces d'ajustements et tu vas te fatiguer, quoi. Donc ça, c'est hyper important, c'est d'avoir les idées claires, savoir ajuster. Je rajoute la patience, hein, parce que parfois quand on se met les idées claires et qu'on a les objectifs, on est dans l'impatience de les réaliser. Et ça, c'est ce qui me permet. Alors la patience, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez difficile à acquérir. Mais la patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire être assis devant un téléphone toute la journée et attendre patiemment recevoir un appel téléphonique. C'est ça la patience? Non, j'avise pas comme ça, la patience. Bon, la patience active, alors si tu veux. La patience active, voilà. Tu bouges. Si quelqu'un d'impatient, il faut vraiment te bouger les fesses, sinon tu vas te jeter par la fenêtre, c'est clair. Mais tu te bouges les fesses, en fait, tu fais jamais d'erreur quand tu te bouges les fesses. Tu fais quelque chose, tu bouges, tu te dis je vais faire ça, je vais bouger, etc. Sinon, tu commences l'énergie, elle retombe et puis tu es là devant ton téléphone et tu déprimes. Je veux dire, qui ne déprimerait pas à attendre un coup de téléphone toute une journée? Donc, comme tu disais, effectivement, faire des plages horaires qui sont limitées, ok, c'est bien. Les gens, il faut les obliger un peu à rentrer dans des plages horaires. Parce que le mec qui veut te faire chier, il voudra venir à 5 h du matin, le samedi matin, parce qu'il va pas bien. Et il en trouvera toujours. Il viendra pas. Et t'appelleras 5 minutes avant pour dire je ne viens pas. Si commence à leur ouvrir la porte, t'es foutu, quoi. Mais il y a des très bons médecins. Il y a des médecins qui sont très très bons, ils sont ouverts toute la journée, toute la nuit aussi. Allez les voir, ils vont vous faire une picouse, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors moi je parlais de l'impatience de voir les choses arriver, hein, pas de la patience de ne rien faire. Non, la patience, c'est clair qu'il faut avoir de la patience et que c'est pas facile tous les jours. Et ça, il faut bien le savoir aussi, c'est que les jeunes étudiants en chiropratique, vous êtes mis dans quelque chose qui n'est pas facile tous les jours. C'est clair, mais c'est parce que c'est pas facile que vous allez évoluer personnellement. Ça, c'est vrai. Alors, le troisième conseil? Alors, troisième conseil, je pense que c'est important d'avoir quand même une vie saine, quoi. C'est-à-dire essayer d'appliquer les conseils que tu vas donner aux gens, déjà pour les expérimenter, comme ça tu te rends compte que c'est vraiment des bons conseils. Des fois, tu penses que tu donnes des bons conseils, tu le fais toi, tu te dis putain, mais quelle merde j'aurais dit. Je pense qu'il faut appliquer ce que tu fais déjà, ne serait-ce que pour toi-même. Tu appliques les choses pour toi-même et tu te rends compte que ça te fait du bien. De te faire ajuster régulièrement, bien sûr. Il ne faut pas oublier de se faire ajuster, parce que ça, on a tendance à l'oublier de temps en temps. Mais il faut se faire ajuster, il faut ajuster ses gamins. Moi, j'ai ajusté mes gamins dès qu'ils sont nés. Mes gamins, ils sont nés chez moi, dans la maison, dans le lit, tu vois. Donc, leur ajustement, ils l'ont reçu quand ils sont nés. Voilà. Ils n'ont jamais été vaccinés, ils sont nés à la maison et on les a ajustés dès le départ. Ok ? On les ajuste pas tous les jours, bien sûr, mais on les ajuste régulièrement. Ils sont traumatisés, les pauvres. Il est super stimulé, les gars, comme ça. On a fabriqué des monstres. Mais c'est possible. C'est possible. Essayez et dites-nous ce que ça fait. Faites des expériences. Si moi, j'étais pas ajusté quand j'étais bébé, bah toi, tu vas être ajusté quand t'es bébé. T'as pas le choix. Bon, allez, on va terminer cette belle entrevue avec un thème qu'on a déjà abordé, mais on va revenir dessus un peu plus. Quelle est pour toi la vision du futur de la chiropractique? Comment tu vois notre avancée, notre développement? La vision du futur de la chiropractique, la vision du futur de la chiropractique, je pense qu'il faut visualiser un beau futur pour la chiropractique. Okay, il faut voir que je pense qu'on est vraiment à un turning point, comment on appelle ça, un croisement, un croisement au niveau des consciences. Okay, et ça, avec la petite expérience que j'ai, si tu veux, je vois quand même qu'il y a une certaine évolution
au niveau des gens, au niveau de leur conscience. Les gens se posent beaucoup plus de questions qu'il y a 15 ans. Hein, avant, ils réfléchissaient pas, il faut prendre de la cortisol, on en prend, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les gens se posent énormément de questions. Et je pense que ça fait très très peur au milieu médical, ça fait très très peur au milieu pharmaceutique, et ils vont essayer de resserrer les taux de plus en plus, de nous obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, il faut en être conscient, et de nous forcer, nous les chiro, qui sont un peu des hérétiques, à se plier à leur méthode, à être comme eux, etc., etc. Mais je pense qu'il faut résister, parce que derrière, il y a une masse énorme de gens qui veulent ce qu'on a à leur offrir. Il ne faut pas regarder dans la mauvaise direction, il faut aller dans la bonne direction. La bonne direction, ce n'est pas forcément la direction la plus facile, ce n'est pas forcément la direction la plus reconnue, la plus commode, la plus machin, mais il faut continuer à aller dans cette direction. Moi, je vais aller dans cette direction. Si vous voulez me suivre, vous êtes bienvenus. Exactement. Mais ça va pas être facile non plus. C'est comme monter un cabinet, ça va pas être facile et ça va jamais être acquis. Et il va toujours falloir se battre. Mais on va arriver à se battre avec de plus en plus de gens, d'autres thérapeutes aussi, je pense, qui ont la même vision que nous. Finalement, il y en a énormément, des thérapeutes, même des médecins qui commencent à avoir la même vision que nous. Il faut continuer avec cette vision et il faut continuer à se battre pour nos idées et à être là. Et on va être de plus en plus nombreux. Donc, finalement, on a quand même des chances de gagner, quoi. Yeah! Yeah! Yeah, man. Bon, Et puis, il faut enjoy life. Enjoy life. Enjoy. Profitez de la vie. Il faut que tu Profitez sois de la vie. content quand tu vas travailler. Il faut que tu sois content, voilà. Parce Ouais. qu'on n'est pas ici éternellement, il faut être content. On a un métier qui est extraordinaire. Extraordinaire. Quand je le compare à d'autres gens que je connais qui ont d'autres boulots, je me dis, j'ai une chance inouïe de faire ce boulot-là, même si c'est pas facile tous les jours. C'est une chance inouïe de pouvoir aider les gens comme on les aide, de la façon dont on les aide. C'est clair. Voilà. Parfait, Franchement, on va faire là-dessus. Bravo. trop facile. Ah ouais. Merci beaucoup pour ce matin. C'est le matin chez nous. Hein. Quand tu verras ta vidéo, ça sera pas le matin. Mais merci beaucoup d'avoir partagé avec autant de générosité, autant d'amour. On sent ta passion et ton envie pour la chiropratique, que cette chiropratique touche le plus grand nombre. Et je suis sûr que tu auras révélé certaines choses chez beaucoup de nos auditeurs ce matin. Bah, merci Jean-Romain, parce que je pense que ce que tu fais c'est très bien, parce que moi je regarde tes interviews de temps en temps et c'est pareil, ça ouvre l'esprit. Okay, peu importe si le type il pense pas exactement comme toi, il faut pas avoir peur de s'ouvrir les yeux et l'esprit. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Arnaud, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ciao. Bon, bah, parfait, super. C'est bon, t'as coupé là? C'est bon, j'ai coupé. Je me suis lâché, je sais pas si.